Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission qui revient sur l'affaire Benjamin Griveaux. En effet, pour la première fois en France, un homme politique de premier plan a renoncé à sa candidature pour une affaire de mœurs. La surprise a été telle que la plupart des commentateurs se sont contentés de ressasser les clichés qu'ils avaient sous la main sur les ravages de la transparence, sur l'américanisation de notre vie politique ou sur le complot russe. Nous avons donc à notre tour invité 4 commentateurs afin d'essayer d'y voir un peu plus clair, à commencer par David Degouille, qui est écrivain, chroniqueur à Causeur et au Figaro Vox. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans sur la politique, dont Dérapage en 2017, dans lequel un politique, suite à une remarque sexiste, voyait se déchaîner contre lui la masse des internautes. Et puis il y a Leur guerre perdue aux éditions du Rocher sur les souverainistes, dont vous étiez venu parler dans cette émission la saison dernière. Alors si vous deviez résumer cette affaire, Griveaux, en quelques mots, David Degouille, vous avez vu quoi, vous, là ? Un pas de plus vers la crétinisation de notre vie politico-médiatique. Et un pas de plus vers la fin de la vie privée, non seulement pour quelqu'un comme Benjamin Griveaux qui est exposé, mais aussi pour d'autres. C'est pas la première fois, il y a des gens, je pense à un couple qui dirigeait un Super U dans le sud de la France, ou dans le nord de la France, je ne sais plus où exactement, qui a été licencié parce qu'on avait retrouvé une photo à la chasse 5 ans avant. Chasse en Afrique. Une chasse en Afrique, pas un braconnage, mais tout à fait légal. Et voilà, ils ont dû partir. Donc c'est pas seulement Benjamin Griveaux, c'est tout le monde qui est menacé par ça. Caroline Mécari, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans le droit de la famille, des familles monoparentales en particulier. Vous avez été une des pionnières. Vous militez d'ailleurs pour les droits des LGBT. Alors vous l'analysez comment ? Vous avez vu quoi dans cette affaire ? Écoutez, je pense que j'ai vu plusieurs choses. La première, c'est que je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a franchi un pas supplémentaire dans une espèce de médiocrité dans la politique. Mais j'ai aussi vu une manière de réagir d'un homme politique qui aurait pu être différente si sa situation n'avait pas été aussi, aussi peu engageante dans la campagne des municipales à Paris. C'est-à-dire que je pense que si M. Griveaux n'avait pas été aussi bas, il aurait parfaitement pu assumer d'une certaine manière de rester en poste, en fait. J'en suis à peu près certaine. Il y a plusieurs manières de présenter les choses. Parce que dans cette sextape, il n'y a rien d'illégal qui n'ait été commis. Il y a la problématique de sa vie privée, c'est-à-dire le fait qu'il est marié, mais c'est quelque chose qui pouvait être réparé par un comportement à l'américaine, là pour le coup, et d'assumer simplement le fait de présenter les choses autrement, justement dans la force et dans la vigueur, en fait. Non, mais je le dis, ça vous fait sourire, mais non. C'était parfaitement assumable. Donc il y a deux aspects, en fait. Il y a cet aspect dont on va effectivement plus loin dans, l'atteinte à la vie privée, quoique c'est quand même les hommes politiques et les femmes politiques qui ont commencé à mettre le doigt dans l'engrenage avec ces reportages dans Paris Match et ailleurs, où ils se mettent en scène comme étant Madame et Monsieur Tout-le-Monde, et on arrive à cette extrémité. Didier Maisto, vous êtes président de Sud Radio, une station sur laquelle vous intervenez régulièrement, et vous publierez le mois prochain Passagers clandestins aux éditions du Diable Vauvert. Alors vous avez vu quoi dans l'affaire Griveaux ? J'ai vu un miroir tendu à notre société. Jusqu'à présent, on avait des miroirs sans teint, et parce que les hommes politiques s'empressaient justement derrière de mettre un certain nombre d'artifices pour pas qu'on voit. Et puis là, maintenant, de concave, il est devenu convexe. Et maintenant, il réfléchit très bien, le miroir. Donc après, on peut être sur un jugement moral, mais simplement, il dit, il y a un homme politique, il dit un certain nombre de choses. Et puis, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. On tend un miroir et on dit, voilà, regarde-toi dans toute ta splendeur, ta misère, ton horreur, ta grandeur. On peut qualifier tout ce qu'on veut, mais on est dans un changement de paradigme pour moi. C'est la société des réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas verser une larme parce que les hommes politiques les ont beaucoup utilisés, les ont beaucoup instrumentalisés
pendant la campagne présidentielle, notamment. Je rappelle Ismaël Emelien qui venait sur le plateau de France 5 devant Patrick Cohen dire que la règle sur Twitter, c'était d'avoir des faux comptes. Moi, je l'ignorais. Moi, j'ai un vrai compte, un nom, un prénom, ma fonction, ma photo. Et puis, je rappelle au hasard, comme ça, que le président de la République a 4 millions, je crois, de followers, dont 40 à 60%, c'est pas bien, sont des faux followers, des robots, etc. Donc, je ne crois pas du tout à la candeur, je ne crois pas du tout à l'accident, je crois à beaucoup de légèreté et d'inconséquence. Et simplement, cette société renvoie une image privée-publique, je ne sais pas bien. Quand on a un peu l'habitude des réseaux sociaux, d'Instagram, où on fait un petit peu attention à ce qu'on fait, je ne suis pas du tout sur un plan moral, mais c'est simplement un miroir tendu à notre société qui nous permet de nous voir et de nous regarder. Ludovic Delaherche, vous êtes entrepreneur, digital spécialiste, expert en communication. Vous préparez un livre sur l'indécence en politique aux éditions Don Quichotte. Alors vous y avez vu quoi ? J'y ai vu en fait un concentré de Macronie, parce qu'on a un activiste artiste qui en fait est un macroniste pur, en réalité. Ah bon mais oui, parce qu'en fait, faut pas oublier que la Macronie a publié une loi, qui est la loi Pacte, dans laquelle il y a une disposition qui s'appelle Name and Shame, qui incite toute personne qui a connaissance d'un comportement inapproprié d'une entreprise à la nommer publiquement pour la recouvrir de honte. Ce qu'a fait cet artiste, c'est l'application de la loi Pacte à la vie politique. Donc c'est un pur macroniste. Vous êtes d'accord, Caroline ? Non, mais c'est juste, effectivement. Enfin, on peut l'analyser comme ça. On peut l'analyser comme ça. Très clairement. C'est la vision Et c'est le miroir, et comme macroniste. vous le soulignez, c'est le miroir de notre de la société dans laquelle on En est. face, on a un responsable politique qui est un pur représentant de la Macronie au pouvoir, c'est-à-dire irresponsable, vaguement débile et en plus très arrogant, parce que la problématique de la vie privée quand même est centrale sur ce sujet. Quand un candidat met un argument de la vie privée comme argument de campagne, donc ça devient un argument public car politique. Il a marqué dans ses tracts de campagne et dans ses matériaux de campagne, c'était un mari rêvé. D'accord ? C'est écrit noir sur blanc dans toutes ses communications et c'est un argument pour voter pour lui. Donc, en face, on a un activiste qui a une preuve vidéo que c'est faux, il fait le name and shame, le balance pour dire « Ah, attendez, c'est faux », parce que quand un argument privé devient un argument public politique, comment est-ce qu'on peut argumenter ? Quand un homme politique dit « Moi, j'ai telle vision de l'économie », vous pouvez contre-argumenter en disant « Je ne suis pas d'accord ». Là, pour contre-argumenter, comment fait-on ? Soit on disqualifie le discours en disant « Ça n'est pas pertinent », soit il faut aller puiser dans la vie privée pour pouvoir contrer un argument qui est opposé par un dirigeant politique. Et une grande immaturité, qui est la vision anglo-saxonne quand même, qui disent que quand on est porte-parole du gouvernement, on ne fait pas ça en fait, et que c'est pas plus mal s'il n'est pas en responsabilité. Didier Maissot ? Oui, je me souviens d'ailleurs, ça m'y fait penser, au printemps de l'année dernière, au moment où les Gilets jaunes se faisaient éborgner, vous aviez un certain nombre, c'était au lendemain d'un acte très, très violent, où il y avait eu 2 éborgnés. Vous avez M. Griveaux qui avait tweeté lui-même son interview extraordinaire comme un événement dans Gala. Et donc il faisait un peu de teasing, etc. Le lendemain, on découvre l'interview, on apprend qu'il est dans le couple, c'est lui qui descend la poubelle, qu'il a 2 enfants et qu'il appelle sa femme chérie. Et qu'il n'arrive pas à vivre de ses émoluments de député. Est-ce que ce n'est pas de l'instrumentalisation de la vie privée ? Certes, mais ce n'est pas incompatible avec ce que, par ailleurs, il l'envoyait sur... Ce n'est pas incompatible, mais c'est un peu indélicat, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on a beaucoup entendu en ce qui concerne ces affaires, qui a été beaucoup commenté, on a beaucoup insisté sur... ce serait un signe de l'américanisation de notre vie politique. Benjamin Griveaux aurait été victime du puritanisme. Alors voilà, j'ai demandé à ce qu'on l'écrive en gros. Est-ce qu'on est là dans un cas d'américanisation de la vie politique, parce que ça a été sorti à peu près par tous les commentateurs. C'est opposé, en fait, en réalité. Ludovic ? Notre société est l'inverse de l'américanisation, et on pourrait d'ailleurs, c'est bien triste, parce que jamais une classe politique qui érige le mensonge en mode de gouvernement ne pourrait gouverner plus d'1 mois aux États-Unis. Ils ont ce puritanisme, ils ne supportent pas le mensonge. Là, on a Sibeth Ndiaye qui dit, oui, le mensonge, c'est normal. Castaner, ce matin, est incroyable sur France Inter, et l'ensemble des ministres ont menti devant une commission parlementaire. Donc, enfin, là, c'est un autre cas. Non, mais ce mensonge est inadmissible aux États-Unis. Par contre, on a bien une américanisation de la caste politique au pouvoir. Oui, on a quand même, aujourd'hui, il me semble, la majorité présidentielle peut-être la plus inculte de l'histoire. Enfin, mais là, vous extrapolez aussi. C'est le Trumpisme, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a des gens assez irresponsables et arrogants. Qui ne sont pas à la hauteur de la fonction. Vous savez bien ce qu'on entend par américanisation, c'est-à-dire qu'en gros, on se souvient de...
pour un certain nombre d'entre nous, on se souvient ce qui est arrivé à Gary Hart en 1988. Tout à coup, on révèle dans les journaux, pendant sa campagne présidentielle, qu'il trompe sa femme. Et en gros, on voit tout à coup, non seulement la presse, lui demander des comptes, est-ce qu'il trompe vraiment sa femme, lui demander de démissionner. On voit la classe politique le condamner aussi pour ses mensonges et ses agissements, etc., etc. Est-ce qu'on a vu ça dans l'affaire Benjamin Griveaux, en fait, non, pas du tout, puisqu'en réalité, c'est lui qui a pris la décision de démissionner, et personne ne lui aurait demandé. Même le président de la République lui a dit qu'il le soutenait, quoi qu'il décide. Voilà, donc on est à l'opposé de ce de ce que vous appelez, ou de ce qui a été appelé l'américanisation, et je rejoins bref. De Ludo. Voilà, tout à fait, dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que, en effet, ce gouvernement et sa façon de fonctionner ne pourrait pas se maintenir en place si on était aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le mensonge est vraiment la chose la plus ignoble et ignominieuse. Mais vous faites allusion à d'autres mensonges, là, pas aux mensonges de bien sûr. Non, mais par rapport à sa famille. Effectivement, c'est-à-dire que lorsque vous avez un président de la République qui affirme qu'il n'y a pas de violence policière, il est dans le déni de la réalité, il est dans le déni de ce que... Il y a en ce moment un président des États-Unis qui est souvent dans le déni de la réalité. Bien sûr. On ne le met pas en accusation pour autant. C'est vrai, mais du point de vue des campagnes, quelles qu'elles soient, si on découvre que vous êtes aux États-Unis, on est vraiment dans une forme de puritanisme sur la vie privée. Et donc là, en effet, on va vous demander des comptes. Oui, et en plus, c'est très intéressant, parce qu'il pouvait prendre comme point d'appui sa propre situation et rebondir, parce qu'il n'a pas démissionné sous la pression populaire. Non. Lui-même, il pouvait... Ni des médias, ni des électeurs, ni de la classe politique. Ni du président de la République, d'ailleurs, parce qu'on l'a su après. J'ai lu un article où c'était une ancienne actrice porno, réalisatrice, qui dit... Je trouve que c'était très juste qu'elle disait. Il pouvait dire, attendez, non au revenge porn, c'est-à-dire une vengeance pornographique, etc. Il dit, moi, je résiste, parce que c'est aussi un mauvais signal envoyé à toutes les victimes de revenge porn. Les adolescentes qui ont leur vie brisée, qui sont filmées dans leur premier rapport sexuel, leur premier ébats, etc., par quelqu'un d'indélicat, et tout se retrouve. Mais ça brise des vies, ça. Donc il pouvait être là, etc., faire front et dire... Ce qu'a fait Jeff Bezos. Voilà. Oui, et moi, c'est comme ça. Jeff Bezos, je l'assume. Je suis pas... Ce qu'a dit d'ailleurs ce matin, on va pas me faire changer. D'une certaine manière, Castaner, mais il a dit... En le manipulant, il pouvait dire, mais moi je suis pas un homme parfait, j'ai failli, je m'excuse pour ma famille, pour mon couple, j'ai donné un spectacle. Ça aurait été assez américain de s'excuser, demander pardon. Ça aurait été un peu classe, quoi. C'était un peu de... Là, on aurait pu parler d'américanisation, je demande pardon, c'est de l'américanisation. Et en plus, il n'y a aucune, alors je m'inscris vraiment en faux, il n'y a aucune américanisation. Je veux dire, quand on voit Mitterrand... avec sa double vie, à son enterrement, tout le monde, il y a un consensus. Simplement, et c'était il y a longtemps, déjà, 96. On aurait pu depuis faire des progrès dans l'américanisation. Mais pas du tout. Je crois qu'en fait, les Français s'en moquent complètement. Ils n'aiment pas aussi qu'on leur mente, non pas par puritanisme, mais parce qu'on a un peu la philosophie des Lumières, etc. On n'aime pas le double jeu. On n'aime pas l'hypocrisie. On n'aime pas l'hypocrisie. C'est plutôt ça. C'est pas du tout du puritanisme. Alors, David Egoï, là, je vais m'inscrire en faux par rapport à mes trois interlocuteurs. Je pense qu'il y a une part d'américanisation, et notamment par la montée en puissance de ce qu'on appelle aux États-Unis les social justice warriors, pour qui la cause est au-dessus de tout, y compris des choses comme la vie privée. Je parlais tout à l'heure de ce couple de propriétaires d'un Super U, parce que effectivement c'est quelqu'un d'un parti animaliste qui allait chercher des photos. C'est même pas eux qui l'avaient mis sur leurs réseaux sociaux, hein, pas du tout. Il allait chercher dans des agences de voyage, etc. Et il a fait croiser ça avec un logiciel. Dans la région lyonnaise, je crois. Si voilà. Donc c'est vrai. Donc, pour un certain nombre de personnes, alors ça va être les véganes, ça va être les féministes ultras, ça va être les mouvements antiracistes, etc. Donc, ça vient beaucoup des États-Unis, et donc pour eux la cause est plus importante. David Egoï, vous avez raison. Il y a eu des cas, mais ça n'est pas le cas de Benjamin Griveaux. Encore une fois, le seul qui a invoqué la contradiction entre sa vie publique et sa vie privée, en l'occurrence, c'est Piotr Pawlenski, l'auteur celui qui met la vidéo en ligne. Personne d'autre n'a invoqué cela. Je vais faire quelque chose de très difficile, et
difficile, vraiment très difficile, surtout dans le contexte actuel. Je vais essayer de me mettre à la place de Benjamin Griveaux. Prétentieux. Quel bel organe. Benjamin Griveaux, vendredi matin, tous les couteaux sont affûtés. Effectivement, il n'est pas en bonne posture dans les sondages. Peut-être que d'un point de vue privé, il n'est pas forcément dans une situation on n'en sait rien. idéale. On n'en sait rien de tout. On n'en sait rien du tout. Les sondages, on sait. Et donc, moi, je le dis, effectivement. Je l'ai écrit également vendredi. Le jour où il y a quelqu'un qui dira oui et alors je vous emmerde, peut-être qu'il rendra service à beaucoup de monde, aux jeunes filles dont vous avez parlé. David, on a quand même aujourd'hui des ministres qui sont responsables d'actions qui éborgnent, mutilent, tuent des gens sur des balcons et qui ne démissionnent pas. Là, il peut rester droit dans ses bottes et dire « et alors ?» Parce que c'est ce que font tous les autres ministres. À la limite, je pense que ce qu'a dit ce matin M. Castaner au micro de France Inter est infiniment plus grave, ce qu'il a dit sur Olivier Faure, des menaces voilées par rapport à Olivier Faure, est infiniment plus grave que ce que on pourrait reprocher à Benjamin Griveaux. Il y aura sûrement un jour l'occasion de revenir sur M. Castaner en tant que ministre de l'Intérieur, mais disons que ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Sur Griveaux, il y a un effet d'aubaine. Il était au fond des sondages, aucune chance d'être élu. Parce que si on a parlé de manipulation russe quand même, faut quand même. On y viendra, ne vous inquiétez pas, on y viendra. Il y a un effet d'aubaine, il est au fond des sondages, et avant le 27 février, ils peuvent encore changer de candidat. Si vraiment il y avait une ingérence pour essayer de tuer la candidature, il l'aurait fait après le 27, ils auraient été bloqués avec Griveaux, etc. Donc il est au fond des sondages. En 24 heures, c'est réglé, il démissionne. On met Agnès Buzyn derrière, avec en plus toute là, on attaque la démocratie. Oh là là, regardez, on essaie de. Vous voulez dire, vous êtes en train de dire qu'en fait, ça profite. Bien sûr, ça n'a pas encore été dit par les commentateurs. Ça profite merveilleusement bien. Mais c'est le procédé de l'offuscation en réalité. C'est-à-dire qu'il s'agit de masquer par toute une série d'événements ce qu'on veut véritablement. Donc en fait, ça profiterait à La République En Marche, mais bien sûr. sa campagne électorale. Attendez, continuons parce qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup parlé je voulais demander, les ravages de la transparence. Voilà. Ça a été énormément commenté. Il n'y aurait plus de frontières entre la vie publique et la vie privée. Alors, est-ce que l'affaire Griveaux, ça rentre dans les ravages de la transparence? Non, mais d'abord, premièrement, quand même, quand il a fait cette vidéo, il était ministre, il sait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a... il a été d'une imprudence absolument... Oui, ça, on peut parler de la prudence, mais là, en l'occurrence, qui est considérable, qui fait que même certains l'ont traité vraiment de con, tout simplement. Oui, donc, il n'y a pas de revendication de transparence par rapport à ça. Si vous n'avez pas d'objet, sans mauvais jeu de mots, qui vient s'immiscer dans un univers transparent, vous avez la transparence. Si vous avez un objet qui vient s'immiscer dans la transparence, vous n'avez plus de transparence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, si vous ne créez pas vous-même les conditions d'être dans une situation délicate, c'est pas un problème de... Oui, personne n'est venu enquêter sur la vie privée de Benjamin Griveaux. Aujourd'hui, on nous dit, mais la transparence à outrance, manofascisme, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas la démocratie qui est en danger. C'est un type qui a déconné et qui s'est fait gauler, si je parle vulgairement. Et c'est tout ce que les gens ont compris. C'est tout ce que les gens ont compris. On ne fait pas ça quand on est ministre. Je ne suis pas sur le plan moral, je suis sur le plan factuel. Oui, mais ça, encore une fois, c'est encore autre chose. Mais on va y venir. L'imprudence, y a-t-il imprudence ou pas imprudence? Mais en l'occurrence, là, on peut dire que c'est pas le résultat d'une enquête. Personne n'est allé enquêter sur la vie privée de Benjamin Griveaux. Personne n'est allé planter des caméras devant sa maison, n'a interviewé sa famille. Personne n'a été... donc, je ne vois pas pourquoi on parle de transparence, des ravages de la transparence. Personne n'est jamais allé se poser des questions sur la vie privée de Benjamin Griveaux. Quand même, dans la mesure où aujourd'hui, c'est pas forcément la Stasi qui va fouiller en Allemagne de l'Est, ou si ça va être des journalistes, des journalistes d'investigation, etc. Mais aujourd'hui, avec les smartphones, chacun peut être le tyran de son voisin. Absolument. Mais c'est pas institutionnel. C'est pas institutionnel. Ce n'est pas dans une logique d'enquête. Voilà, il n'y a pas de revendication. Il n'a rien fait d'illégal et personne ne lui a rien reproché, à part toujours la personne qui... Je crois que la différence, c'est un mélange des genres. On prend
le contenant pour le contenu et l'outil pour l'objectif. Les réseaux sociaux ne sont qu'une caisse de résonance, mais si vous ne produisez aucun son, aucun son ne sort. Voilà, donc personne n'est allé chercher un son. Personne n'est allé, c'est tout Non, simple. Surtout, la définition quand même de la démocratie, c'est la transparence de la vie publique et l'opacité de la vie privée pour les citoyens. Benjamin Griveaux fait partie d'un gouvernement qui a voté la loi sur le renseignement qui autorise le pouvoir public à lire les correspondances privées des citoyens français. Cédric O veut généraliser la reconnaissance faciale des caméras de sécurité. Enfin, donc, en termes de transparence et de tyrannie de la transparence, ils sont plutôt à l'inverse. On a quand même Olivia Grégoire qui propose de supprimer Twitter en France. Bon. Voilà, eux, leur vision de la vie publique et des libertés individuelles. Et sur la tyrannie de la transparence, il fait partie d'un gouvernement et d'un président qui a vendu le renouveau et de la moralisation de la vie publique. Et la moralisation, ça veut dire la transparence. Ils se sont tous fait gauler par la haute autorité à la vie publique de la transparence, parce que leurs déclarations sont fausses. Et là, en l'occurrence, c'est même pas en jeu. L'anonymat n'est pas en jeu non plus. Il n'y a rien qui est en jeu. On a publié une vidéo, il aurait très bien pu ne pas démissionner. Il a choisi de le faire par lui-même. Et il n'y a pas de notion de transparence. Oui, il a quand même été victime d'une affaire privée. Non, mais du secret des correspondances. Cette jeune fille qui est, qui est donc une affaire privée. Oui. Donc il a mis sur les réseaux. Il avait la possibilité d'y réagir autrement. Il est victime de ce qu'on appelle maintenant un revenge porn. Les Français ont appris le mot depuis 48 heures à peu près. Voilà. Comme n'importe qui dans une cour de récréation. Non, mais comme 2015, à savoir, il y a quelqu'un qui met en public quelque chose qui était destiné à rester privé. Et c'est puni par la loi. Mais ça ne met pas, contrairement à ce qu'on a dit, ça ne met pas en péril la démocratie. C'est pas ça qui met en péril la démocratie. Il faut savoir que ça a clair. toujours existé. Oui. Dans les années 70, dans les années 80, les hommes politiques fabriquaient des tracts, prenaient des photos, etc. Mais l'affaire Markovic. L'affaire Markovic. C'est-à-dire ces photos truquées qui avaient pour objet de plusieurs campagnes. Promettre les époux Pompidou, mais aucun n'a jamais démissionné pour un cas comme ça. J'ai fait plusieurs campagnes municipales, dans des grandes villes, etc. J'en ai dirigé et tout. Il n'est pas rare d'avoir des tracts dégueulasses dans vos boîtes aux lettres. Monsieur Castaner voilà. a fait des BD porno, etc. Donc, c'est un peu un trompe-l'œil. Le réseau social, évidemment, par son ampleur, parce que c'est numérique, ça touche beaucoup plus de gens, la mécanique et la création, à la fois de la commission du délit ou de l'acte lui-même, qu'il soit délictuel ou pas, c'est bien le même au départ. Donc là, c'est faire prendre des vessies pour des lanternes, et encore une fois, le contenu pour le contenant. C'est l'outil, le réseau social. Il n'y a rien de particulier. Si vous mettez des photos de chatons, vous aurez des photos de chatons au bout. Et il faut rappeler qu'en effet, tout le monde a dit c'est la faute aux réseaux sociaux et qu'il fallait interdire Twitter, interdire l'anonymat. D'ailleurs, on va le rajouter. Faut-il interdire Twitter, interdire l'anonymat? Voilà. Beaucoup de commentateurs ont dit ça, Caroline Mécaré. Non, mais d'abord, c'est pas pertinent, en fait, dans la mesure où la première vidéo qui est publiée, elle est publiée sur un site internet. Oui, pas sur Twitter. Pas sur Twitter. Elle n'est pas publiée par quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme. Elle est faite, de façon claire par quelqu'un qui le revendique. Donc, on a plutôt l'impression... En tant qu'artiste, en plus. Oui, moi, j'ai plutôt l'impression, et c'est vraiment le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, j'ai vraiment... Il me semble qu'on utilise cette affaire pour tenter, en réalité, d'interdire une liberté d'expression, y compris sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs n'ont de social et de réseau que le nom, en réalité, parce que il n'y a pas de sociabilité sur les réseaux sociaux. C'est des communautés qui s'agrègent. C'est de l'entre-soi de communautés X, Y, Z. Donc, c'est plutôt ça. Et on voit bien que il y a une étude qui a été commandée par le ministère de l'Intérieur pour essayer de voir comment on pourrait empêcher la diffusion des vidéos de la police. On voit bien qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de ce gouvernement, en réalité, de limiter la liberté d'expression, mais dans un sens unique. Donc effectivement, il était dit, ça n'est pas né sur Twitter, mais c'est né sur un site internet qui a été créé pour l'occasion. C'est possible, oui, au Canada. Donc ça n'existait pas, ça existait uniquement pour cela. Et on a dit interdire Twitter, interdire l'anonymat. Il faudrait mieux interdire Internet carrément, parce que c'est. Mais cela dit, Twitter a servi de caisse de résonance. Oui, mais en fait, s'il n'y avait pas eu Twitter, les communautés sur les réseaux sociaux sont autant de tribus. Oui. Des tribus qui se composent, qui se recomposent. Vous n'êtes pas, personne vous oblige
à lire les publications de chatons, à regarder du porno, etc. C'est la liberté. Ça s'organise d'une manière, même la haine à la limite. Moi, j'ai jamais été voir un site antisémite, je vais pas avoir des sites néo-nazis, je vais pas... Ça existe, eh ben ça existe. Vous ne pouvez pas limiter l'expression. C'est pas l'expression des gens. C'est pas en fermant les canaux. Au contraire, vous allez créer des martyrs, vous allez créer de la revanche, de l'amertume, etc. Ça existe, etc. Alors, on fait notre marché. Ce qui a changé, je me tais après, c'est que ça vient plus d'en haut. Il y a une horizontalité dans la société. Les Gilets jaunes aussi l'ont démontré. Il y a une société qui s'organise comme ça d'une nouvelle manière. Et la classe politique court derrière, parce qu'elle a toujours un retard de 2 ou 3 guerres. Mais la société s'organise très bien sans classe politique. Comme eux sont visés, eh ben, ils disent « Ah là là, il faut interdire Internet ». On fait une pause. Simple, hein. On continue juste après. Je vous donnerai la parole, David Degouille. Je me tais après. Ce qui s'est passé sur Tesla, si vous voulez, est assez symptomatique du reste. Oui. Vous avez une déconnexion complète entre la valeur et le prix. Si vous prenez la valorisation boursière, c'est-à-dire on est monté jusqu'à 165 milliards. Ouais. Pour une boîte qui, depuis le début, perd en cumulé 6 milliards et demi. Je ne validerai pas la valorisation actuelle qui est complètement décorrélée des fondamentaux en effet, mais après il y a tout de même des aspects dans cette société qui peuvent être valorisés à un certain montant. Au-delà en tout cas des voitures en elles-mêmes, il y a la technologie du logiciel qui est à l'intérieur et il y a également les batteries qui peuvent être vendues ou la technologie qui peuvent être vendues à d'autres personnes. Ils vendent 350 000 voitures. Ça veut dire que vous valorisez la voiture entre 400 et 500 000 $. La voiture, c'est une manipulation de cours pure et dure. Ça émet aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Tous les citoyens qui utilisent par exemple des ordinateurs polluent la planète. À chaque fois qu'on a une requête Internet, qu'on envoie un email, qu'on like une photo sur Instagram, ça a un impact carbone. Un email envoyé avec une pièce jointe, c'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 1 heure comme celle-ci derrière vous. Peu de gens ont conscience que le numérique pollue. Pire encore, ils pensent que le numérique est un outil qui permettrait de réduire la consommation d'énergie. Le numérique est en quelque sorte un pharmacon. Un pharmacon, c'est un mot grec ancien qui veut dire être à la fois remède et poison. C'est quelque chose qu'il faut utiliser avec sagesse, avec mesure. C'est ce qui fera le plus de bien à la planète. On revient sur tout ce qui a été dit concernant l'affaire Benjamin Griveaux avec David Degouille, avec Caroline Mécari, Didier Maisto et Ludovic Delaherche. On en était à « il faut interdire Twitter » et « il faut interdire l'anonymat ». Ça a été répété par plusieurs personnes, y compris très haut placées. Alors comme vous l'avez dit, ça n'est pas né sur Twitter, mais ça a été relayé par Twitter, mais ça n'a pas été relayé par des anonymes, ceux que l'on accuse aujourd'hui d'avoir relayé cela ne l'ont pas fait sous l'anonymat. Et David Degouille, la parole était à vous. Alors, sur Twitter, je vais pas être objectif parce qu'effectivement, c'est un réseau que j'ai quitté au mois d'août et je l'ai annoncé dans une tribune au Figaro parce que je pense effectivement que ce réseau est toxique. Alors, toxique, il l'était pour moi. Parce qu'il était chronophage. Vous ne pouvez pas savoir le temps que j'ai. On a fait une émission ici qui s'intitulait Twitter rend-il fou. Alors, voilà. Donc, il est chronophage, mais il est aussi par le jeu des algorithmes.
par le jeu des algorithmes. Si vous voulez, au début, Twitter, il y a 10 ans, vous aviez votre timeline et c'était chronologique. C'est-à-dire que vous aviez le dernier ami. Voilà. Il y a 4 ou 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, ils ont changé et ils ont organisé ça pour vous inciter à tweeter. C'est-à-dire qu'on va dire qu'en gros, il va y avoir 80-90% de choses qui vous confortent dans votre idée, qui vous radicalisent, et puis il y aura 10% de tweets qui vous agacent. Tous ceux qui sont entre les deux, qui pourraient éventuellement vous faire réfléchir, vous faire bouger sur votre position, ceux-là, on les élimine parce que ceux-là, ils vont pas. Si vous réfléchissez, vous tweetez pas. L'algorithme est assez intelligent pour faire la différence entre et du coup, voilà, on a une espèce de. On est manipulé. De cours. J'avais comparé ça à la cour du film ridicule de Patrice Lecomte, où il faut absolument humilier quelqu'un, etc. Donc, pour moi, il est très pernicieux, et c'est pour ça que j'ai quitté, que j'ai encouragé les gens à quitter, et surtout les politiques. Vous voyez, donc en fait, on peut faire un choix de ne pas aller voir Twitter, de ne pas y être. Maintenant, si les gens m'insultent, maintenant je ne le sais plus. Néanmoins, est-ce qu'il faut-il l'interdire pour autant? Pas du tout. Et en plus, l'anonymat, là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. L'anonymat n'est pas en cause. Et justement, ce que j'ai observé, et ce qui m'avait d'ailleurs, qui avait été un des ressorts de mon roman Dérapage, que vous avez eu la gentillesse de rappeler en début d'émission, c'est que en fait, c'est pas les plus dangereux, les anonymes. Pas du tout. Les anonymes, ils ont 4-5 followers. C'est rien. On s'en fiche qu'il y a quelqu'un qui est anonyme qui vienne vous insulter. En revanche, quand vous avez quelqu'un qui vend votre peau, qui demande votre peau, puis qui est journaliste sur la place de Paris, etc., puis qui vous dit que vous avez dérapé, etc., et puis qu'il a 50 000 followers, c'est pas la même musique. Donc, c'est pas du tout comme l'anonymat qui est en cause, pas du tout. Et il faut absolument pas revenir là sur l'anonymat. Je connais même des ministres qui ont écrit des livres sous pseudonyme, mais ils ont tout à fait. Ludovic Dellaire, vous vouliez ajouter quelque chose? En fait, surtout, l'anonymat est surtout pas en cause. Et puis, c'est d'une débilité sans fond de penser que c'est une solution. Évidemment, c'est évidemment une atteinte aux libertés individuelles. Et puis surtout, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est la vie privée. Alors sur ce plateau, on a tous plus de 30 ans, sauf Caroline, mais une vision de la vie privée qui correspond à notre génération. On a face à nous des gens qui ont 25-30 ans, qui ont grandi et ont construit leur vision de la vie privée avec 3 grands mouvements qui sont la télé-réalité. Oui. Qui est l'exposition et la marchandisation de la vie privée, et en plus du spectacle. 2, effectivement, les smartphones et le développement d'applications qui rapidement nous ont poussé à nous dire qui étaient nos amis, où on était, ce qu'on mange, boit, fume, lit, etc., pour pouvoir le monétiser. Et ensuite, la pipolisation du politique, accélérée en France par Sarkozy. Et qui n'était pas uniquement sur l'exposition de la vie privée, on en parlait avant l'émission, on connaissait les femmes de Giscard, mais là, c'est l'instrumentalisation comme un argument politique. Et donc cette génération-là, pour eux, la vie privée n'a pas le même sens que nous. Qui sommes un peu plus âgés. Donc du coup, de mettre le doigt sur Twitter, qui en fait n'a aucune espèce, rien à voir dans cette affaire. Rien du tout. C'est une messagerie privée cryptée qui est révélée sur un site web. Et il y a, moi pour ma part, 2 types qui sont un député qui est un ancien macroniste, Son Forget, et Laurent Alexandre, qui font des tweets dans lesquels ils mettent l'URL en disant voilà ce qui se passe avec la vidéo dedans. C'est tout. Twitter n'a servi qu'à ça. Donc oui, les choses vont plus vite et se voient plus rapidement. Ce qui fait que, pourquoi on veut interdire Twitter, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires où les politiques ne bougent pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un effet d'emballement, Kevin, par exemple, qui se noie. S'il n'y a pas Twitter, on ne le sait pas, en fait. Et c'est pas dévoilé et les journalistes ne s'y intéressent pas. Twitter est né aux États-Unis avec la baie de l'Hudson. Quand cet avion se crache dans la baie de l'Hudson, c'est commenté en direct sur Twitter, Twitter explose aux États-Unis. Et il est né en France pour le grand public avec DSK. Donc, sans Twitter, ces affaires n'existent pas, en fait, en réalité. Et c'est pour ça que ça angoisse les politiques. Il ne faut pas exagérer, DSK, c'est juste pendant sa comparution. Bien sûr, mais il y a quelqu'un dans le tribunal qui tweet en direct. Qui tweet alors que les caméras, elles sont à l'extérieur, ils ne savent pas ce qui se passe dans le tribunal. Et donc, il n'y a pas de filtre en plus, et ils tweetent librement ce qu'ils voient, etc. Et c'est là où ça explose. Et là, ça interroge effectivement les politiques, parce qu'il y a plein de choses qu'on essaie de mettre sous le tapis, et qui en réalité sortent tôt ou tard, mais avant ça sortait aussi, mais dans cercles plus informels. Dans chaque cas où on a, on va dire, une petite poussée d'hystérie, on va dire, dans ce pays sur une affaire, quelle qu'elle soit, on veut interdire. Il y a un moment, il faut qu'on interdise quelque chose. Là, il se trouve que tout ce que l'on peut reprocher à un certain nombre de gens d'avoir diffusé, porté à la connaissance du public des vidéos à caractère intime,
en dépit et sans l'accord des intéressés. Mmh. Ça, c'est puni par la loi depuis 2016. On risque, si je me souviens bien, 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. C'est prévu par la loi, voilà. Mais il faut bien qu'on interdise quand même quelque chose de plus. Non, c'est que la pédagogie, on peut s'en sortir que par la pédagogie. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, c'est un bien grand mot, mais il n'y a que la pédagogie. Alors ça, c'est un autre truc. On dit à chaque fois, il faut de la pédagogie. De la pédagogie, tout le monde sait que c'est pas bien. Hein. Y a pas de... pas bien, c'est pour vous demandez dans les cours de récréation, ils savent tous que c'est pas bien. Il y en a qui le font quand même par méchanceté, par revanche, par tout ce que vous voulez. Mais sinon, tout le monde sait que c'est pas bien. On va pas mobiliser des professeurs pour nous expliquer ce que tout le monde sait. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut former les gens immatures. C'est-à-dire dans les cours de récré, dans les cours des ministères. C'est-à-dire qu'il faut expliquer au ministre qu'on fait pas ça. Voilà, mais au-delà de ces guerres picrocolines et ces petites affaires, on est passé dans la société virtuelle. Et donc, nous, on n'est pas natifs de ça. Donc, il y a des usages, etc. Je pense que les gens, les gamins, vont intégrer ça comme faisant partie prenante de leur existence. Bon. Donc, ça va se réguler, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas... On ne va pas revenir à l'ère de la bougie et dire, ou des signaux de fumée et dire attention, attention. Simplement, c'est de la responsabilité personnelle. Mais moi, je trouve ça pas trop mal, finalement, que les hommes politiques soient traqués, contrôlés. Peut-être ça pourra éviter... Encore une fois, excusez-moi, mais j'ai jamais vu un homme politique traqué ou contrôlé sur sa vie privée. Exactement. En France. Non, mais quelque part, si personne. Ça met le doigt de façon plus aiguë, plus appuyée, sur les hiatus qui peuvent y avoir entre les affirmations et le réel. Les comportements. Bon, si ça peut aider à se mettre en phase, à ce que les parallèles soient un peu plus rapprochés et se rencontrent peut-être dans l'infini, on ne sait pas, mais déjà dans le ici et maintenant, si elles arrivent à se rencontrer et que ça diverge pas trop, ça peut être bénéfique pour la vie publique. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, on a dit de Benjamin Griveaux qu'il avait été imprudent. On a dit qu'il avait été léger, d'autres ont employé des mots plus méchants à son égard, que quand on est ministre, on n'envoie pas ce genre de vidéos. J'aurais envie d'ajouter, il n'y a rien de neuf. On dit ça à tous les enfants de 8 ans. On ne leur demande pas d'attendre d'être ministre. On leur dit, n'envoie pas ce genre de vidéo, fais attention, ça risque de se retourner contre toi, on te le ressortira un jour. Oui. Tu ne sais pas forcément si la personne à qui tu les envoies est bien intentionnée. Et puis même si elle est bien intentionnée aujourd'hui, peut-être ne le sera-t-elle plus demain. Bref, il vaut mieux pas faire ce genre de choses. A fortiori, si plus tard tu veux avoir une carrière où on pourrait te le reprocher. Le fait qu'un ministre en exercice, puisqu'il était ministre au moment où il a fait, ait semblé l'ignorer, est-ce que c'est totalement nouveau? Peut-on le lui reprocher? Le problème, c'est qu'il ne l'assume pas ensuite, mais il aurait pu dire je m'en fous, c'est ma vie privée. Non, mais ça n'est tombé entre les mains que d'un artiste. Si ça tombe entre les mains d'un groupe industriel, d'une puissance étrangère, et qu'il est ministre, il y a quand même un effet de levier sur lui immédiatement et un chantage possible. Donc c'est pas imprudent, c'est immature de faire ça, c'est même irresponsable. Quand on est ministre, on ne donne pas à des gens qu'on ne connaît pas un moyen d'avoir un moyen de pression sur soi. Enfin, il la connaissait pas, on n'en sait rien. Oui, on n'en sait rien. Il la connaît comme on connaît. Voilà. Mais quelqu'un qui nous envoie ce genre de vidéo. Il ne sait pas ce qu'elle peut être dans 5 ans et ce qu'il peut y avoir derrière. Quand on est ministre, on n'envoie pas ce genre de vidéo parce que c'est un point de pression possible. C'est irresponsable. C'est pas imprudent, c'est irresponsable. Ou alors on fait comme Jeff Bezos, c'est-à-dire qu'on ne cède pas à la tentative de Jeff Bezos étant l'homme le plus riche du monde. Oui, mais c'est pas si évident que ça peut être non plus. Enfin voilà, c'est une autre manière. C'est une autre manière. C'est d'assumer, y compris sur une dimension, qui concerne une dimension sexuelle. Donc en gros, la règle, ça voudrait dire n'envoyer en vidéo que des choses que vous assumez. Voilà. Oui. Chacun fait bien ce qu'il veut, mais simplement, il faut pas être. Il faut juste avoir un peu de conscience pour savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on envoie, ce qu'on publie, un jour, ça peut se retourner contre vous, tout simplement. Ça dépend. Il faudrait quand même pas tomber dans l'accusation. C'est quand même lui qui est la victime. D'un revenge porn, quand même. Oui, c'est quand même lui la victime. Et donc là, on commence à en train de dire finalement, est-ce qu'il n'aurait pas eu une jupe un peu trop courte dans un quartier elle est victime aussi. Personne l'a violée. D'accord. Bon.
Personne l'a violé. Vous avez bien compris, c'est un parallèle. Et on a violé son intimité quand même. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est vrai, ça c'est Vous avez vrai. raison. Donc, il est quand même la victime, je voudrais quand même le rappeler. Et le fait qu'il soit imprudent, et j'en conviens tout à fait, il est même doublement imprudent en ayant parlé de sa vie privée, comme l'a dit M. Maestro tout à l'heure. Mais c'est pas une raison quand même. Non, mais bien sûr. C'est pas une raison quand Il même. me semble qu'il y a une autre procéder, dimension qu'on n'a pas abordée aussi. Parce que ça, on est dans des explications psychologisantes ou factuelles, etc. Il faut faire un peu aussi d'historique. C'est quand même toute la bande de Strauss-Kahn. C'était quand même, et encore, c'est pas moral ce que je dis, mais c'était une sexualité débridée, revendiquée. Imaginez quand même qu'il y avait tout un réseau organisé de prostitution. Non, méfiez-vous, la justice a fait un non-lieu en faveur de Dominique Strauss-Kahn. Tout ça était Non, je suis d'accord. Il y a quand même des prostituées qui ont porté plainte. Dans ce réseau, parce qu'elles étaient violentées. Vous voulez rappeler tout ça n'a pas tenu pour la justice. Griveaux est un ancien Strauss-Kahnien qui a grandi dans cet univers-là. Ce que je veux dire par là, c'est que la défense, à l'époque, qui a été assurée, tout le foin qui a été fait autour de ça, il fallait voir, rappelez-vous, replongez-vous quelques années en arrière, la classe politique, comment à la fois instrumentalisée, mais aussi tous les médias en disant c'est l'image de la France, c'est dégueulasse, c'est un coup monté. Personne s'est trop soucié. Donc il y a eu cet environnement quand même de gens où un peu dans la toute-puissance, où tout était permis avant la chute. De permissivité, oui. Il y a aussi ça quand même. Excusez-moi, vous extrapolez. Le fait que Benjamin Griveaux, ce que j'ignorais, fait partie des proches de Dominique Strauss-Kahn. S'il fallait l'étendre à tous ceux qui étaient proches de Dominique Strauss-Kahn, quand on pensait qu'il allait être le prochain président de la République, il y aurait plus d'affaires comme celle-ci qui seraient. Et deuxièmement, j'insiste, rien de tout ce que vous dites n'a tenu devant la justice. Rien. Non, mais ça a été raconté par les médias, ça n'a jamais existé d'un point de vue judiciaire. Elle a été condamnée quand même aux États-Unis. Non, mais on peut tout à fait mettre de côté Strauss-Kahn. Parce qu'il a payé. À mon avis, on peut tout à fait mettre de ce côté Strauss-Kahn. C'est pas pour autant que Benjamin Griveaux n'a pas un sentiment il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, etc. Reprenons ces déclarations des 2 derniers mois. C'est quelqu'un qui avait une relation charnelle avec les Parisiens, qui disait que d'un de ses concurrents, que les femmes ne se mettaient pas à poil devant lui. C'est pas lui qui l'a dit, c'est quelqu'un d'entourage. Oui, mais c'est pas la même chose. Et qui traitait ses opposants de fils de pute. Excusez-moi. C'est pas quelqu'un qui est tout à fait dans la pudeur et voilà. Donc, et il disait de Fillon que quand on veut être président, on a intérêt à être propre, quoi, tout simplement. Enfin, oui. Non, mais c'est clair. Il l'a dit. Il avait dit président exemplaire. Pour être un président exemplaire, il faut être un candidat exemplaire. Voilà, exactement. Oui, mais en l'occurrence, l'exemplarité dont il parlait était sur le plan financier, pas sur le plan des mœurs. C'est vrai, mais et encore une fois, j'insiste, mais en France, et d'ailleurs, aucun électeur, aucun journaliste, ni aucun homme politique ne lui a fait de reproche. On peut parfaitement envoyer des vidéos comme celle-ci, y compris dans des relations extra-conjugales, et être considéré comme exemplaire, parce que pour nous, en France, ça n'est pas incompatible. Ce qui veut donc bien dire que rien n'a changé dans ce domaine. Ce qui veut donc bien dire que c'est pas l'histoire de la sextape qui l'a amené à démissionner, c'est bien sa situation politique dans la campagne présidentielle, dans la campagne municipale. Et puis peut-être juste, je ne veux pas donner l'impression, parce que là on tourne autour de ça, mais on donne l'impression d'être un peu dans une morale. Encore une fois, c'est pas une question de morale, c'est aussi, vu la personnalité du bonhomme, etc., qui était quand même assez arrogant, hautain, méprisant avec les gilets jaunes, les Français, les factieux, les séditieux, les gens qui fument des clopes et qui roulent au diesel, etc. Il y a eu ce retour de bâton et une jubilation aujourd'hui quand même. Ça c'est sûr. Dans la société française, on ne peut pas le nier. Donc s'il n'y avait pas eu aussi cette dimension du personnage un peu dans une espèce de morgue et de superbe absolue et permanente, les choses seraient passées beaucoup plus cool pour lui. Je ne suis pas sûr de ça, en fait. Je ne suis pas sûr de ça. Parce qu'en fait, son histoire, on s'en fout. En fait, très sincèrement, son histoire, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison. C'est pas le problème de. Il se trouve qu'avant ce jeudi dernier, ou vendredi dernier, j'étais
je pense pas forcément politiquement du côté des chroniqueurs quelqu'un qui avait beaucoup ménagé Benjamin Griveaux. Je crois d'ailleurs que je suis un des premiers à avoir fait un texte dans le Figaro Vox sur la fameuse phrase des clopes et du diesel qui avait été un peu virale. D'ailleurs lui m'avait contacté à l'époque, je l'ai dit dans mon article l'autre jour, pour en parler. Vous voyez qu'il avait été sans vidéo. Hein. Voilà. Non. Donc c'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc ça traduit un autre ce que je veux dire là, c'est que quand on est sur le ring, on tape au-dessus de la ceinture. On tape pas en dessous. Et c'est pas parce que le type nous paraît antipathique qu'il faut pas prendre sa défense à un moment où il est la victime. Et c'est ce que j'ai fait vendredi. Et que, voilà, Benjamin Griveaux, c'est pas le type le plus qui m'est le plus sympathique, mais même là, je pense qu'il a mérité d'être défendu sur la violation de l'intimité dont il a été la victime. Il est pas question de finir cette émission sans évoquer évidemment le complot russe, puisque Piotr Pawlenski est passé de artiste provocateur à activiste russe. Avec cette affaire. Anti-Poutine. Voilà. Oui, il était anti-Poutine. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a accueilli. On lui a donné de l'asile politique en France. Je rappelle qu'il s'était cousu les lèvres en solidarité avec les Pussy Riot. S'était enroulé dans du fil de fer barbelé pour protester contre les politiques répressives du gouvernement russe, qui s'était cloué les testicules aussi sur la place Rouge. Mais est-ce qu'on est pour autant sûr que tout cela n'était pas fabriqué pour qu'ensuite ils viennent en France sous couvert d'être un opposant pour pouvoir déstabiliser le candidat de la République En Marche à la mairie de Paris. Après tout, ce sont des gens quand même très sérieux qui ont évoqué le complot russe. Je pense que tous les jours... il n'est pas question de ne pas en parler. Non, mais je pense que Vladimir Poutine, tous les jours, depuis une bonne dizaine d'années d'ailleurs, se réveille en disant « Mais Griveaux, c'est insupportable. Ça va être le leader du monde occidental et trouvez-moi des stratégies pour l'abattre, parce que cet homme est trop puissant, trop intelligent, son aura va irradier le monde moderne et on va passer de la bipolarité au multilatéralisme. Et donc il a mis en place tout le FSB, tous les oligarques qui se sont ligués contre lui et qui enfin l'ont fait chuter après 18 cm d'efforts consentis. Non, mais à un moment, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut. Ça ne tient pas la route une demi-seconde. C'est grotesque. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le président de la République qui émet cette hypothèse. Qui met le feu aux poudres. Qui met le feu aux poudres, mais ça n'est pas autre chose qu'une manœuvre de diversion. Enfin, pour moi, c'est diversion. Le premier, c'est Alain Duhamel. Oui, mais bon. On parle des gens vivants. Attendez, excusez-moi, c'est peut-être Alain Duhamel, mais quand le président de la République, qui quand même est le président de la République, reprend à son compte cette suggestion, réellement, c'est qu'on est vraiment dans le camouflage le plus total. Lui, il explique qu'il parlait des deepfakes, etc. C'est grotesque et c'est guignolesque. Mais le vrai problème, c'est que c'est complètement indécent. C'est-à-dire qu'il y ait une explication, que n'importe quel politique officiel puisse avancer cette théorie-là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et c'est vraiment indécent, en fait. Parce que c'est absolument... Surtout, Piotr Pawlenski, le type s'est cloué les couilles sur la place Rouge. Et on ose dire que c'est un agent de Poutine déguisé. C'est absolument indécent. C'est-à-dire qu'au-delà de grotesque, c'est indécent, c'est pas possible. C'est obscène d'oser dire ça et d'essayer de tous ces effets. Et puis après, on a trouvé la parade, c'était l'anonymat. Donc ça, tout le monde s'est mis en ordre de marche. Mais d'abord, ils ont cherché un peu, ils ont tâtonné, mais qu'on puisse même avancer cette idée. Mais quand on est en responsabilité politique, on peut pas faire ça. C'est pas possible, c'est complètement indécent. Si, quand on n'a pas envie qu'on parle encore de la réforme des retraites, qu'on n'a pas envie de parler des violences policières, de la manière dont les choses se passent aujourd'hui en France, comment il y a un démantèlement de l'État social, oui, on parle de ce genre de choses. On jette de l'huile sur la paranoïa et sur le complotisme. Ouais. C'est un ensemble. David Degouy. Oui, c'est devenu une véritable tarte à la crème, ce complot russe. À chaque fois, on nous balance. Et alors, effectivement, j'ai l'impression, pour l'avoir vécu, moi, pendant la campagne présidentielle, qu'ils sont très du côté de la Macronie, ils sont très on va dire sur les Russes à fond là-dessus et j'ai
bien peur que ça ait une part de sincérité plus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il croit vraiment que Vladimir Poutine ne voulait pas qu'Emmanuel Macron devienne président. Enfin, en même temps, Emmanuel Macron a tendu la main plusieurs reprises. Bien sûr. Voilà, donc, en Europe, il est celui qui tend le plus la main à Vladimir Poutine. En ce moment, c'est incontestable. Donc c'est pour ça que cette paranoïa n'est pas justifiée. Et on a à chaque fois, effectivement, qui viennent des mêmes milieux journalistiques, des gens qui ramènent cette histoire plutôt des gens néoconservateurs qui ramènent le complot russe. Bon, c'est classique. Non, mais je crois que l'enquête le déterminera. Mais je crois qu'on a en fait... C'est la conjonction de... C'est la conjonction de faits divers, un peu anodins, d'autres un peu plus sordides. Des opportunités politiques avec des rassemblements, des circonstances, etc. Et donc une caisse de résonance avec, à un moment donné, si vous voulez, il y a la campagne municipale, etc. Et je pense que tout ça se dégonflera, que la démocratie n'est pas en danger, qu'il n'y aura pas... En fait, quand on regarde, quand on fait un petit tour comme on vient de le faire, on a l'impression qu'on est dans un cas de revenge porn assez classique. Exactement comme dans une cour de récréation. Exactement. À un moment, il y en a un ou une qui a des images de l'autre et qui... avec une complicité ou sans complicité, décide de les faire connaître au reste de la cour de récréation. Et celui qui est ou celle qui est sur les images est très en colère. J'ai pas d'éléments particuliers, mais enfin, les éléments qui sont à la disposition du public, etc. Puis j'ai un peu discuté quand même avec Juan Branco, que je connais bien. Bon, on est plus dans ce cadre-là. Et lui, il a toujours revendiqué, Piotr Pawlenski. Je veux dire, c'est ça. Après, on aime, on n'aime pas, c'est notre truc, c'est pas notre truc. C'est sa manière c'est sa démarche artistique. Il est un peu fêlé, hein. Il s'automutile, il se coupe un lobe, il se cloue le scrotum. C'est un artiste. Oui, il y a le produit. C'est pas un agent d'assurance, c'est pas un expert comptable. Il est dans. Non, vous dites comme ça, comme si le fait que se couper un lobe suffisait à faire de bonnes. Non, mais vous avez comme ça. Non, mais vous avez comme ça toute une, enfin pas une génération, mais un certain nombre d'artistes qui travaillent à partir de leur corps. C'est pas nouveau. Je pense à Orlan. Elle était assise ici même il n'y a pas très longtemps, Orlan, mais enfin, elle ne se coupe pas les lobes. Non, mais Opération, je ne me souviens plus de l'artiste femme qui s'automutilait. Orlan. Oui, Orlan. Voilà, il faut quand même y aller doucement. Le côté artistique de mettre une sextape de Benjamin Griveaux sur le net paraît quand même... Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans la démarche qu'on peut... De révéler la part d'hypocrisie qu'il y a dans les hommes politiques, dans le rapport au pouvoir et au peuple. C'est intéressant comme démarche. Mais heureusement qu'on a un petit peu d'hypocrisie, parce que si on disait sur le plateau tout ce qu'on dit à la maison, heureusement que je me comporte pas, qu'on vous non mais nous on le brille. Non mais si vous voulez, il y a une hypocrisie nécessaire. Mais bien sûr. Pareil, en vérité, c'est une tradition très ancienne. Harlequin. Vous regardez toute la littérature italienne, tout le théâtre du XVe, du XVIe siècle, etc. Scapin, c'était bien ça. Les Fous du Roi, c'est bien exact. On est bien dans ce registre-là, démontrer. Il faut être bon parce qu'on pouvait se faire zigouiller à l'époque. Hein. Démontrer un petit peu les travers, etc. On a gardé malheureusement aujourd'hui que la cour, on a perdu les bouffons. Mais donc on est dans cette démarche qui est peut-être un peu plus sacrificielle et un peu plus, je dirais, dramatisée. Mais on est bien, je trouve, dans ce que je disais tout à l'heure, montrer l'autre côté du miroir, montrer... Mais à une nuance près à laquelle je tiens... Oui. C'est le consentement. Non, vous parlez d'hypocrisie, etc. Mais sauf que, en l'occurrence, dans cette affaire-là, personne n'a reproché quoi que ce soit à Benjamin Griveaux, surtout pas d'être hypocrite. Non. Personne ne lui a tenu rigueur de ses vidéos, ni même de son comportement vis-à-vis de sa femme. Personne n'a rien dit. Donc, alors que dans les cas que vous évoquez, il y a toujours un moment où on reproche à l'autre de ne pas être celui qui le dit. Là, ça n'est pas le cas. Personne ne l'a reproché et tout le monde lui a dit « Vous pouvez très bien continuer, vous devriez continuer ». C'est lui seul qui a décidé de ne pas le faire. Mais je pense qu'il a sans doute... Enfin, je ne suis pas dans la peau de Benjamin Griveaux, Dieu merci, mais je pense qu'il a sans doute anticipé ça et qu'il s'est dit c'est pas tenable. Parce que quand on l'a vu le lendemain faire sa conférence de presse, j'ai lu les commentaires et j'ai eu moi-même ce sentiment. Beaucoup ont dit c'est la première fois qu'on le voit humain. C'est la première fois. Non, mais c'est terrible en même temps. De dire mais je suis d'accord. C'est la première fois qu'on le voit. C'est terrible de ce que ça dit de lui on le voit comme humble. politique. Parce qu'il fallait la voir quand même, la vidéo. Non, mais que tout ça soit pénible, je comprends que ce soit pénible. Il y a une manière de faire, c'est pas simplement de la masturbation, quoi.
aussi une manière. Ça disait beaucoup du personnage. C'était pas. Mais vous extrapolez un peu. J'extrapole pas. Moi, je l'ai pas vu, donc Bon, je n'en sais rien. regardez là. J'en ai pas la Non, ça globalement, Et donc, par suis pas contraste voyeuse, avec le pour lendemain, le lundi, quand il a fait sa conférence de presse, il était touchant. On a envie de lui dire, allez, c'est pas grave, va boire un coup, rentre chez toi. J'espère que ça va pas trop mal se passer. Ludovic, dernier mot avant qu'on termine. Très rapidement, et ce n'est que mon avis, mon analyse, mais on est dans un cas de revenge porn assez classique, quelqu'un qui démissionne avant qu'on lui reproche quoi que ce soit. Il me semble qu'il y a un effet d'aubaine par rapport à une campagne ratée, et surtout un énorme écran de fumée qui masque un truc qui est la réforme des retraites, où ils étaient complètement embourbés dans une contestation qui prenait corps. Il y a et là, un rapport, il y a une élection. L'espace médiatique. Non, mais ça a saturé médiatique l'espace médiatique totalement. Enfin, je veux dire, alors qu'il y a eu des. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous pourriez dire ça de l'élection municipale elle-même. Ah non, qui est un écran de fumée pour ne pas parler de... réellement. Prenez les éléments de langage d'aujourd'hui des députés par rapport au débat sur les retraites. On reprend les mêmes éléments antidémocratiques, de pratiques, etc. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes éléments de langage qu'on a véhiculés sur le cas Griveaux, qu'on accole à l'opposition, en disant qu'ils sont antidémocrates, qu'ils ont des comportements, etc. Alors qu'ils débattent, à l'Assemblée, ils sont en train de les coincer. Donc il y a aussi quand même, il me semble, c'est mon analyse, mais un effet d'aubaine par rapport à OK, retire-toi, t'as aucune chance de gagner, on met quelqu'un d'autre. En plus, tout ça nous fait beaucoup de... Et puis, la dernière boule puante, c'est la religion à nouveau que notre président nous met sur le tapis. Répartition, érection, démission. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.